Pourquoi ton praticien pense qu'il faut qu'il soit complètement réparé, guéri, avant de pouvoir accompagner les autres? Je crois que c'est une dérive globale de la société dans laquelle on est, qui nous pousse à être dans la performance permanente et dans l'idée que tu dois tendre vers le fait d'être toujours la meilleure version de toi. Et donc, je pense qu'on couple l'idée du processus existentiel à vivre et à accompagner avec une espèce de croissance permanente. Et donc, si tu crois qu'un praticien, c'est un modèle à suivre qui te dit comment tu dois être pour être mieux, ben forcément, ça veut dire que le praticien, il est au top. Tu vois. Lui, il a réglé ses problèmes. C'est un psy qui a plus de problème avec sa mère. Ça n'existe pas. Hein, Ça n'existe pas. Et, et en fait, je pense qu'on grandit tous dans cette espèce de bain culturel-là, que l'expert, c'est celui qui a résolu tous les problèmes, qui sait mieux que toi comment tout réparer, comme si un praticien des métiers de l'humain, c'était un ingénieur en mécanique qui pouvait trouver quel était le boulon défaillant et le réparer. Et bien sûr, il a fait ça sur lui avant toi. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. D'abord, derrière, on a du mythe de l'expert. On a donc l'idée que la personne qu'on vient consulter, elle sait tout, elle a réponse à tout. C'est le principe du supposé sachant dans ces métiers-là. Hein. Tu as des métiers d'expertise où l'autre est le sachant, et puis dans nos métiers à nous, on est ce qu'on appelle le supposé sachant, c'est-à-dire que la personne qui vient te voir, elle pense, elle projette sur toi que tu sais ce qui lui arrive, alors que en général, non, tu vois, tu n'es pas, tu vois pas à travers sa tête. Et heureusement, mon Dieu, heureusement que tu vois pas. Mais si toi, tu as grandi sans remettre en cause, premièrement, le mythe de l'expert, deuxièmement, l'idée que il faut être toujours, toujours plus performant, toujours plus propre, toujours plus, comme on disait la dernière fois, dans le mythe de la pureté, c'est-à-dire avec cette idée que tu es une unité sans tâche. Si tu crois à ça, tu te sens jamais à la hauteur de ta mission. Et donc, énormément de gens sont dans cette logique-là parce que aussi, ils ont été formés par des gens qui n'ont pas mis ça en travail. Parce que sinon, si tu as été bien formé, tu n'es pas censé avoir ce genre de logique. Hein. T'imaginer que tu dois avoir résolu tous tes problèmes avant d'être praticien, ça n'existe pas, ça. Si on attendait qu'un praticien ait réglé tous ses problèmes, il n'y aurait personne pour faire le travail, que les choses soient claires. Ben oui. Voilà. Et puis c'est aussi pour ça que la supervision est importante quand on est praticien. Parce que justement, on n'a jamais fini de travailler. Exactement. Et donc, c'est quand même ce qu'on dit à nos clients, on n'a jamais fini. Mais oui, on est bien d'accord. Mais donc, si toi-même, j'ai envie de te dire, si toi-même, tu n'as pas fini de régler tes problèmes de mythe de la réparation, ça veut dire aussi que dans ta posture de praticien, tu regardes l'autre comme une machine à réparer. Donc, ça dit des choses aussi sur le regard que tu portes sur l'autre et donc sur la façon dont tu vas pouvoir l'inviter à s'émanciper de ça. Et donc, c'est très, très révélateur. Et en fait, le mythe de la réparation fait beaucoup, beaucoup de dégâts chez les praticiens. Oui. Tous les praticiens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez réparés, il faut consulter un superviseur, il faut aller gratter derrière tout ça parce que ça dit des choses non seulement sur votre posture, mais sur le regard que vous portez sur l'autre. Oui, absolument. Et justement, elle se situe où cette frontière entre je travaille encore sur mes blessures et je suis prêt à recevoir des clients? La frontière, c'est est-ce que j'ai construit une posture ou pas? Et cette posture, est-ce que je suis capable de la tenir pendant que je suis en entretien? C'est-à-dire que qu'importe les problèmes que tu as, de 14h à 15h, tu as rendez-vous avec Madame Michu et de 14h à 15h, tu tiens ta posture et tes problèmes à toi, ils sont pas là. Soit tu es capable de faire ça,
et tu peux faire ton boulot. Soit tu n'es pas capable ou tu n'es plus capable parce que se passe quelque chose qui fait que tu n'y arrives plus. Et ça veut dire que il faut d'abord aller retravailler ta posture et puis avancer un peu dans ton propre cheminement pour être de nouveau capable de tenir ta posture face à la personne que tu reçois. C'est ça la frontière entre les deux. Oui. Et effectivement, ça peut arriver n'importe quand. Ouais. Parce que la vie est la vie, et puis on peut se retrouver voilà, dans des choses qui nous empêchent de, justement, tenir cette posture. Exactement. Et ça n'empêche pas d'avoir un monceau de problèmes à régler, mais au moment où tu bosses, soit tu peux tenir ta posture, soit tu peux pas. Si tu peux tenir ta posture, tu laisses tes difficultés au placard. Et si pendant que tu tiens ta posture, ça vient chatouiller des choses, tu vas voir ton superviseur ou tes pairs, tes collègues, et puis tu leur en parles et tu te mets en travail et tu essaies d'être autant réflexif que possible. Mais croire qu'il faut d'abord avoir tout réglé pour faire son boulot, tu as le temps d'être grabataire avant de te mettre à bosser. C'est ça. Et est-ce que le mythe du praticien réparé vient de l'éducation, de la formation en elle-même ou encore autre chose? Je pense que c'est un mix de tout ça. Je pense aussi, mais là c'est du pur, c'est pas du cliché, mais je pense quand même qu'il y a énormément de praticiens qui deviennent praticiens parce qu'ils viennent de familles où il s'est passé des choses un peu difficiles, un peu douloureuses, parce que sinon tu vas pas te confronter à la misère et à la souffrance humaine à temps plein. Tu fais fleuriste, trader, pâtissier, tu fais autre chose. Donc je pense qu'il y a énormément de gens qui viennent de familles où il s'est passé des choses un peu douloureuses. Et quand tu viens d'une famille où il y a des choses douloureuses, eh ben tu tombes souvent dans un système où on te regarde à la base comme un objet. C'est-à-dire qu'une éducation dans une famille en souffrance, c'est une éducation où tu n'avais pas la place pour te penser comme un sujet. Et donc, tu t'es retrouvé soit à la place du mauvais objet, soit à la place de l'objet que personne ne regardait, soit à la place du bel objet qui servait de vitrine pour cacher la misère. Et dans tous les cas, quand tu t'es retrouvé dans un système comme ça, déjà, tu n'es pas sujet, donc tu ne te penses pas comme un processus vivant, tu te penses comme un truc plus ou moins beau, plus ou moins efficace, plus ou moins fonctionnel. Et quand tu te regardes comme ça, tu as envie de t'optimiser. Et d'ailleurs, c'est le discours qu'on te tient dans le développement personnel, c'est que tu es responsable de la mise à jour de ton système, mais tu n'es pas un logiciel, Coco. Quand on te dit ça, on est en train de te regarder comme une machine plus ou moins défectueuse qui doit se déviruser et s'optimiser, et c'est encore plus aliénant. Et donc, je pense qu'il y a énormément de praticiens qui rentrent dans ce système-là, pour peu qu'ils aient été pas forcément hyper bien formés et hyper bien supervisés. Il y en a beaucoup qui sont encore dans cette logique-là d'essayer d'aller mieux, de se réparer, de s'optimiser, de se déviruser le logiciel. Et ils regardent l'autre comme ça aussi. Quand tu vois tout le discours public autour de ces métiers où on t'explique que tu vas pouvoir enfin te libérer, t'optimiser, passer à autre chose, devenir la meilleure version de toi. Tout ce discours-là, c'est du discours de mécanique, avec l'idée que tu as un objet qui ne fonctionne pas bien, tu dysfonctionnes comme le grille-pain, et puis on va te rendre plus performant, plus fonctionnel, plus réparé, plus normé, plus beau, Et plus tu te regardes comme ça, plus tu regardes l'autre comme ça, et plus tu contribues à l'aliénation ambiante. Ça ne fait pas plaisir. Ah non, oula, non. Voilà. Oui, ça va bien au-delà de sa petite personne, en fait. C'est partie d'un tout. Mais c'est très commun. Très loin. Oui, oh oui, oui, tout à fait. Mais c'est le bain culturel dans lequel nous baignons, c'est le bain du monde de l'entreprise, c'est le bain scolaire aussi, beaucoup, où tu es perpétuellement évalué sur des compétences et sur des comportements, et où quand tu n'arrives pas à tenir 8 heures par jour sur une chaise, on considère que tu as un problème et qu'il faut t'envoyer voir un psychomotricien. Oui, c'est ça. Bon.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des enfants qui ont des soucis, qui ont besoin d'aide, hein, c'est juste qu'à un moment donné, l'obsession de la performance fait que ça biaise tous les regards qu'on pose sur l'humanité. Hein. Oui, c'est ça. Et puis en plus, on est quand même dans un bain aussi de responsabilisation individuelle de tout ce qui dysfonctionne. Tout à fait. On doit soit tout seul arriver à réparer des trucs qui sont en fait systémiques, en vrai. Mais tu veux pas t'optimiser le logiciel, Rachel? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que c'est ça. Trop de virus. Et donc, à partir de ce moment-là, justement, pour continuer, à partir de quand un praticien a le droit de se dire « je suis légitime », même s'il a encore des zones d'ombre? C'est à ça que sert la formation à la base, hein, c'est que tu te formes pour construire ta posture et à un moment donné, tes profs, tes maîtres et tes pairs te tapent sur l'épaule et te disent « ça y est, c'est bon, t'es prêt ». C'est-à-dire que ton diplôme, il sert à ça et la construction du groupe qui se forme ensemble fait qu'à un moment donné, quand on arrive en formation, on vient tous de milieux disparates et à la fin de la formation, on se met tous à se parler comme des pairs. Et parce qu'on se retrouve avec un langage commun et des enjeux communs et des questionnements communs, ben on se renvoie mutuellement qu'on en est, tu vois, on en fait partie. Et ces relations-là entre pairs font que tu es légitimé par tes collègues qui se reconnaissent dans tes questionnements, qui se nourrissent aussi de ce que toi tu peux mettre en avant. Et puis tu as tes profs, tes maîtres qui à un moment donné valident un certain nombre de compétences et valident une posture et te tapent sur l'épaule, symboliquement parlant, en te disant « ça y est, c'est bon, t'es des nôtres ». Donc la formation, elle joue ce rôle-là. Ça, ce sont les premières étapes de ton processus de légitimation. Et après, tu vas exercer, tu vas avoir des gens qui vont te renvoyer que ce que tu as fait, ça leur a fait du bien. Tu vas te mettre à écrire, tu as des gens qui vont lire, qui vont te dire « ah là là, c'est hyper pertinent ce que vous dites », ou qui au contraire vont venir argumenter efficacement. Je ne te parle pas des trolls, hein, je te parle de… Et toi, tu vas répondre depuis ta posture professionnelle et on va se parler. On se parle depuis une posture. C'est ça qui fait qu'on peut se sentir légitime, c'est qu'on construit petit à petit un espace symbolique depuis lequel on pense comme un professionnel, on agit comme un professionnel, on est relié à un corps professionnel. Et tout ça, ça dit qu'on a un pouvoir précis à tel endroit et que ce pouvoir est reconnu par des gens qui ont le droit et les moyens de le reconnaître. Voilà. Ouais. Tu as souvent parlé d'éducation toxique et en quoi est-ce qu'elle nous pousse à croire qu'on doit être lisse et propre pour être crédible? Quand tu grandis dans une éducation, dans un système toxique, on te renvoie en permanence que tu n'es pas comme il faut, t'es pas ce qu'il faut, ou alors pour garder une place, tu as intérêt à te conformer et à être bien comme on te dit d'être. Et donc, tu rentres dans un système avec une échelle de valeurs où soit tu es bien conforme et tu as le droit d'exister, soit tu n'es pas conforme et tu n'as pas le droit d'exister. Et ce système-là, qu'on retrouve partout, hein, dans le monde de l'entreprise, de la consommation, des sites de rencontres, tu retrouves ça absolument partout. Ce système-là te pousse à te penser comme un mauvais objet, quelqu'un qui joue sa place en permanence, qui est tout le temps jugé, partout, tout le temps, et qui risque de tout perdre à n'importe quel moment pour peu qu'il ne fasse pas le truc qu'il faut. Et ça, là, ce bain culturel-là, a d'autant plus de pouvoir sur toi si tu viens d'un milieu toxique où tes parents déjà ils te regardaient comme ça. C'est-à-dire que pour pouvoir lutter contre ça, il faut avoir été éduqué ou soigné, ou les deux, par quelqu'un qui te regarde comme un humain et pas comme un truc jamais comme il faut. Et si tu as grandi dans ce système-là, bah, tu es d'autant plus influençable et d'autant plus soumis à cette culture de attention, hein, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas perdre ton boulot. Attention, si tu n'es pas assez conforme, tu finiras tout seul avec ton chat parce que personne ne voudra jamais de toi.
C'est dans tous les domaines. Hein. Oui, oui. C'est dans tous les domaines. Et donc, le mythe de la réparation, c'est cette idée qu'à force d'efforts, un jour, tu seras bien. Tu seras ce qu'il faut. Et tu t'épuises à ça, hein, parce que ça ne marche pas. Hein. Ben oui, et puis ça fait, pour moi, ça fait quand même écho une fois de plus à, quand tu meurs, tu vas au paradis et là, ça va être bien, quoi. Cette espèce de truc Mais où, tout à fait. le machin ultime qu'on finalement on n'atteint jamais que une fois qu'on n'est plus là. Ce qui, est, ce qui est quand même un petit peu curieux. Ce serait plutôt sympa que ça se passe bien là, en vrai. Mais c'est tout le problème, c'est que quand tu éduques quelqu'un ou quand tu soignes quelqu'un, derrière tout ça, ton boulot, c'est de lui donner le droit de devenir le sujet de sa vie et un humain qui peut habiter sa vie et son processus existentiel. Et pour pouvoir faire ça, il faut déjà que toi, tu sois en mesure de le faire à ton petit niveau. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de problème, ça veut dire te penser comme un humain qui chemine pour pouvoir penser l'autre comme un humain qui chemine. Alors, on continue. Question suivante. Comment distinguer je suis encore en train de me soigner ou de m'éduquer et je suis coincée dans le mythe de la réparation? Tu es coincé dans le mythe de la réparation quand le fait d'être en travail te bloque. C'est-à-dire, si tu n'as jamais fini d'enchaîner les formations, mais que tu n'es jamais prêt à te lancer, c'est qu'il y a un souci. Si tu es tout le temps en train de travailler sur toi, mais que tu n'es jamais en mesure de t'extraire de tes problèmes pour tenir ta posture 1 heure de temps en temps avec quelqu'un, c'est que tu n'es pas en train de travailler sur toi et de pouvoir mener ton boulot. Tu es entièrement pris dans le fait de te réparer et donc tu es tourné vers toi tout le temps. Et là, il y a une distinction, c'est-à-dire que, comment dire, quand tu es tourné vers toi parce que tu as des problèmes, ok, hein, on passe tous par là, mais ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour, il n'y a pas la capacité de distance pour mettre ça à sa place, le temps de tenir ta posture et y revenir quand il faut. C'est-à-dire que tu es dedans et tu ne peux pas t'extraire. Elle est là, la nuance. Je vois bien. Et est-ce que tous les grands praticiens que tu connais ont encore des blessures actives? Les grands, les petits, les moyens, tous. Je vais dire, dis-moi oui, surtout. Il n'y a pas de raison. J'ai envie de te dire, grand ou pas grand, ce sont des humains, donc ils sont travaillés par des enjeux relationnels, éthiques, par tout. En fait, tout ce qui est. Ce sont des enjeux qui sont communs à toute l'humanité. Il ne faut pas croire qu'on n'y échappe pas. Tout le monde, on se demande à quoi on est en train de jouer alors qu'on va mourir, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà. Est-ce que vraiment on est là où on doit être? On se pose tous des questions comme ça, on ne le fait pas forcément avec les mêmes mots, on ne le fait pas forcément avec le même regard, mais on est habité par des enjeux communs, et que tu sois un praticien qui a 30 ans de carrière ou que tu sois un jeune praticien, bah, tu es habité par des problématiques et tu te demandes ce que tu vas faire de ton propre merdier et tu te demandes si tu ferais pas mieux d'aller vendre des crêpes sur la plage plutôt que de te coltiner toute la misère du monde toute la journée, et on est tous travaillés par ces trucs-là. Oui. Et heureusement. Sinon, on devient des robots. C'est ça. C'est ce qui fait de nous des humains. Hein. C'est pour ça que je ne crois pas forcément beaucoup au fait qu'on va être remplacé par des IA. Tu vois, on parlait de l'autorisation, du fait que le praticien qui te forme, à un moment donné, il te tape sur l'épaule et il te dit « ça y est, c'est bon, t'es des nôtres ». Eh ben, je ne suis pas sûre que si tu es formé par une IA, je ne suis pas sûre que l'autorisation de l'IA, ça t'aide à te sentir légitime, tu vois. L'IA, un jour, elle te dit « c'est bon, ça y est, tu peux y aller ». Je ne suis pas sûre que ça fasse le même effet, tu vois. Non, je ne pense pas non plus. Et puis, de ce que je lis, justement, par rapport à l'utilisation de l'IA, l'IA est quand même beaucoup utilisée en psy. Enfin, les gens les utilisent
vous pose des questions à l'IA, mais justement, là, pour le coup, c'est qu'ils donnent une personnalité à un objet, à un outil. C'est un petit peu l'autre pendant. Et clairement, les personnes qui se laissent embarquer là-dedans, qui n'arrivent justement pas à avoir le recul nécessaire et se dire bon, ok, il me dit des trucs, je vais peut-être y réfléchir, mais je vais pas tout gober comme parole d'évangile. On revient toujours à la même histoire. Hein. C'est des gens, je pense que si on gratte un peu, ils sont justement dans des systèmes, que ce soit familiaux, au travail, où il y a de la confusion entre tout ça. C'est ça. Et je suis bien d'accord, c'est-à-dire que ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'on souffre et on se pense comme des objets mal foutus qui doivent se réparer parce qu'on est dans un système très mécaniciste et on a besoin d'un regard humain sur soi pour apprendre à se penser soi-même comme un humain et échapper au mythe de la réparation. Et comment tu fais pour te penser comme un humain si en face de toi, c'est une machine qui fait semblant d'être un humain? Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être bien programmée pour te dire des choses qui sont pertinentes, mais il y a une limite là qui me paraît évidente, qui est que pour que l'aboutissement d'un travail éducatif ou d'un travail de thérapie, c'est de faire en sorte que tu deviennes le sujet de ta vie, que tu te penses comme un humain, que tu composes avec tes difficultés sans t'enfermer dedans et sans te penser éternellement comme une machine à reboulonner et à déviruser. Et je pense que ce processus-là, qu'on appelle processus d'accompagnement, il se joue entre humains et qu'on en a besoin parce que c'est le fondement de la reliance des humains entre eux et que pour te sentir appartenir à l'humanité, tu as besoin de vivre ça. Et tu ne le vivras pas avec une machine. Non. Non, et puis les machines en question, elles sont par essence programmées par des humains. Ben oui. Donc il y a forcément quelque chose d'humain dans le côté justement pas parfait dans ce qui est donné. Et puis, bon, en plus, c'est de la même manière, l'IA est programmée pour te faire plaisir. Oui. Donc, j'ai essayé, là. Je suis allée voir pour voir comment ça fonctionne. L'IA va toujours dans ton sens. Hein. Toujours. Ouais. Et même si tu lui poses une question et la question suivante que tu lui poses, c'est oui, mais alors le truc, c'est que moi, je suis pas sûre que cette personne est très bien intentionnée à mon égard. Il va te répondre dans la foulée, mais tu as raison, parce que quand même là, machin et tout, alors que juste avant, tu avais posé la question, est-ce que cette personne, elle est sympa et il y va à fond, quoi. Donc après, il y a plein d'applications de l'IA qui sont incroyables. J'ai une amie qui a eu son protocole de radiothérapie contre le cancer qui a été mis au point par l'IA parce que justement c'est quelque chose de complexe, parce que c'est multifactoriel un cancer, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte et que voilà. Et la seule chose que j'espère, je trouve ça formidable, ce que j'espère, c'est qu'il y a quand même un humain derrière vers qui elle pourra se tourner si elle dit il y a un truc qui coince là. Est-ce qu'il faut peut-être le revoir? C'est la seule chose que. Voilà. Pour le moment, ça va. Youpi. Ouais. Mais oui, c'est quand il y a des choses très, très, très complexes où on peut avoir une réponse plus rapide. Je pense que l'IA, ça peut être un excellent outil. Oui. Mais là, une fois de plus, on revient à la langue des op. La pire est la meilleure des choses. Ça dépend ce qu'on en fait. Du coup, quelle est la question que tu poses systématiquement aux praticiens qui disent « je ne me sens pas prêt » ? En général, je leur demande à partir de quand ils vont estimer qu'ils seront prêts. Et allez, 9 fois sur 10, la réponse, c'est quand je saurai tout. Hey. Voilà. Et donc là, forcément, on est dans le mythe de la totalité, le mythe de la pureté, le mythe de l'expert. Et en fait, il faut tout démonter pour revenir à la question de la posture. C'est-à-dire, est-ce que tu as la bonne posture?
Et est-ce que ta posture de praticien, ça implique d'être un hyper sachant qui a réponse à tout? En général, ils le savent que ça ne marche pas comme ça, mais ils ont envie de se rassurer. Et je reviens souvent à la définition, c'est qu'un accompagnateur, il est en posture de non-sachant. Et donc, pour bien tenir ta posture de non-sachant, tu veux être sûr de bien tout savoir. Et il est là le paradoxe, le nœud qui ne tient pas. Oui, clairement. Mais une fois de plus, on retrouve cette ambiance permanente actuelle de quand on te pose une question, on te demande de tout de suite avoir la réponse, ou inversement, quand toi tu poses une question, on ne supporte pas d'avoir un, je sais pas. Non. C'est pour ça que c'est très compliqué en tant qu'accompagnateur d'assumer d'être en posture de vendeur, parce que les autres vendeurs, ils vendent un objet, un résultat, un truc. Et nous, on vend un processus dont le résultat ne dépend pas de nous. Si tu essaies de vendre ça en te calquant sur le discours des autres vendeurs qui, eux, vendent un objet ou un résultat, bah, tu te sens toujours un imposteur, tu te sens toujours pas à l'aise. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, viens chez moi dans 3 semaines, tu n'auras plus de problème avec ta mère. C'est pas possible, ça. Non, ça moi, c'est pas... j'aimerais bien que ça existe. Tu vois, dans 3 semaines. On le saurait en vrai. Hein. Pardon, je crois qu'on le saurait si ça existait. Hein. Et oui, mais il y a des gens qui essayent de vendre le bouton magique. Ouais. Et viens chez moi dans 3 jours, t'arrêtes de fumer pour toujours. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, on est très, très embêté avec ça parce que, en tant qu'accompagnateur, on sait qu'on vend un processus et pas un résultat fixe, et pas un objet, et pas une pilule miracle. Et en tant qu'entrepreneur, il faut quand même présenter ce qu'on fait et donner envie aux gens de venir. Ouais. Donc, il faut apprendre à leur décrire ce qu'ils vont vivre chez nous sans leur vendre du rêve, sans leur mentir. Pour être au clair avec notre éthique. Tu vois. Ouais. Et tu es obligé de dire aux gens, vous allez faire un boulot, on va traverser des trucs inconfortables, mais on va être ensemble. Et vous allez avancer vers votre horizon à vous, et vous allez créer du sens sur ce que vous vivez, et tu ne peux pas lui dire tous tes problèmes vont disparaître. Si tu dis ça, tu es un charlatan et un couillon. Oui, totalement. Et donc, tu es en conflit éthique permanent entre la réalité du marché, qui veut qu'on vende des trucs toujours plus performants pour moins cher, et la réalité de ton éthique professionnelle. Ouais. C'est fou. Et toi, plus particulièrement, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer concrètement malgré tes propres manques et difficultés? Je vais te dire, quand j'ai fait mon master à l'université avec les autres, je me sentais complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que pendant 80% de la formation, j'avais vraiment l'impression qu'on me parlait chinois, je ne comprenais rien. Mais rien, c'était horrible. Ça venait tellement à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris, et ça venait tellement à l'encontre, ça venait tellement déstabiliser les problèmes que j'avais, que je me suis dit, c'est une secte, c'est pas possible. Je comprends rien quand ils parlent. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui me disent que moins je contrôlerai et moins je saurai, mieux ça sera? Et ils se foutent de ma gueule. Moi, je viens pas à l'université pour apprendre à être une non-sachante. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois, moi, je viens pour savoir. Je viens pas pour qu'on me dise que je dois être en posture de non-sachant. Ça va pas, non? J'avais vraiment l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Mais bref. Et donc, j'arrive à la fin de l'année, je commence à comprendre vaguement ce qu'on fait. Et donc, j'arrive à ma soutenance et je dis, voilà, moi, ça fait que 2 mois à peu près que je comprends ce qu'on fait. Donc, OK, on va me donner un diplôme, mais moi, je ne me sens pas du tout autorisée à aller sur le terrain et à bosser parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma posture n'est pas suffisamment construite. Et j'ai eu cette espèce d'honnêteté intellectuelle de dire dans ma soutenance, je ne me sens pas du tout prête. Et je pense qu'eux, en face, ils ont compris que le fait que je me positionne comme ça renvoyait au fait que j'avais vraiment changé de posture entre le début de l'année et la fin. Et après, moi, j'ai fait une supervision avec mon prof derrière pour finir le boulot parce qu'il y avait besoin. Et un jour, j'ai écrit un article
universitaire sur la posture d'accompagnement. Je l'ai envoyé à mon prof et il m'a répondu 2 mots. J'ai reçu la réponse et il m'a dit « c'est excellent, point ». Et c'est tout. Et ça m'a autorisé, mais alors tu n'imagines pas. C'est ça le truc, c'est pas le diplôme. C'est pas la construction de posture, c'est pas le. Enfin, si, c'était la base, mais c'est pas ça qui a déclenché. Ce qui a déclenché, c'est que j'écrive un article et que mon prof, que je mettais sur un gros piédestal parce que je le trouvais infiniment brillant et que chaque fois qu'il parlait, j'avais l'impression d'avoir des ampoules qui s'allumaient dans ma tête comme ça. Ça a été un gros chamboulement, mais c'était aussi absolument passionnant et émancipateur. Et le fait qu'il me réponde ça, là, c'était ça l'autorisation. Ça a servi de déclencheur. Ça a servi de déclencheur pour me dire, ça y est, je suis assez bonne. C'est-à-dire que ça y est, j'ai enfin compris ce qui se jouait. Ouais. Voilà. Donc, je ne suis pas complètement déconnectée du truc. Et le deuxième déclencheur, c'est qu'un jour, j'ai accompagné quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime et qui avait une espèce de profil de mec tout puissant, c'est-à-dire très brillant, très leader, caricature de mâle alpha, qui sent la testostérone à travers l'écran, enfin tu vois le genre de voilà, tu le sens, tu vois. Et je me suis dit, putain, si j'arrive à cadrer et à contenir et à stimuler et à accompagner quelqu'un comme ça, je peux faire face à tout derrière. Et c'est une illusion, hein, parce que en fait, il n'était pas plus difficile à accompagner que quelqu'un d'autre. Mais moi, dans ma tête, je considérais que ce mec-là, il devait être très, très dur à accompagner. Et donc, que ça allait me demander énormément de ressources et que si j'y arrivais, je pouvais… Et en fait, je n'ai pas eu de problème particulier. J'ai trouvé ça assez facile, en vérité. Et donc, entre guillemets, je me suis créée toute seule un petit défi pour essayer de me rassurer toute seule. Et ça a été le deuxième déclencheur. Et je pense que c'était, comment dire, c'est vrai que c'était un mec brillant et c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait des problématiques de toute puissance assez importantes. Et en même temps, je pense qu'il y avait une part de projection de ma part. Parce que je me suis dit, ça doit être plus dur de coacher un mec pareil qu'un autre. En fait, non. Ben voilà. Et ben super. Ça devrait autoriser pas mal de gens d'entendre ça. En vrai, c'est pas plus dur. Ouais. Et si un praticien t'écrit « j'ai encore des traumas », est-ce que je peux quand même lancer mon cabinet? Tu lui réponds quoi? 2 choses. Premièrement, est-ce que avec tes traumas, tu peux tenir ta posture le temps où tu dois la tenir face aux gens? Oui, non. Si tu peux tenir ta posture, vas-y. Si tu ne peux pas tenir ta posture, occupe-toi de soigner tes traumas d'abord. Et ensuite, je dirais un autre truc, c'est que si tu commences à lancer ton activité avec tes traumas, il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis ta casquette d'entrepreneur, tes traumas, ils ont aussi de l'impact. Ils n'ont pas que de l'impact sur ta posture de praticien qui pourrait vaciller. Ça a aussi de l'impact sur ta posture d'entrepreneur. Il faut savoir que les décisions que tu prends stratégiques depuis une posture de trauma où tu es en survie, où tu as peur, ça va impacter les choix que tu vas faire et ça va limiter le développement de ton activité. Donc, j'ai envie de te dire, si tu peux tenir ta posture, commence. N'oublie pas d'essayer de prendre tes décisions d'entrepreneur au moment où tu es le plus au calme, le plus en paix possible. Et continue de soigner ce qu'il y a à soigner parce que si tu ne soignes pas, à un moment donné, la posture, ça va être difficile à tenir sur la durée. Et tes décisions d'entrepreneur vont nuire au développement de ton activité. Parce que les décisions qu'on prend en survie nous maintiennent en survie. Tout à fait. Voilà. Vous êtes un praticien, vous en avez assez d'entendre des conseils de marketing et de vous rendre compte que vous n'arrivez pas à les mettre à votre service. Vous vous sentez en conflit entre votre posture de praticien et votre posture d'indépendant. Vous avez envie de comprendre ce qui vous arrive et de débloquer cette situation. Vous avez envie de prendre de la hauteur sur les enjeux de votre métier. Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. On va se retrouver bientôt. Je vais tout vous dire et à bientôt.